Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Nous sommes très touchés, émus de partager avec vous ce moment, cette journée si particulière. J'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement vraiment l'IREMO pour son engagement clair pour les droits des femmes en nous accueillant en cette journée particulière qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Merci également de nous accueillir et d'accueillir notre exposition depuis la semaine dernière et qui se déroulera encore jusqu'au 12 décembre, je crois, que vous pourrez visiter si vous ne l'avez pas déjà fait. Ce partenariat, pour nous, a été un moment de consolidation, d'idées et de travail de collaboration fertile. Alors, le Fonds pour les femmes en Méditerranée, nous sommes une organisation qui est un fonds dont la mission principale est de consolider, de renforcer les mouvements des femmes autour du bassin de la Méditerranée. Nous faisons ce renforcement à la fois par des appuis aux associations, mais aussi par de la formation au leadership de jeunes filles, futures leaders, militantes, de la formation en intelligence collective. Et dans un troisième temps, nous organisons des rencontres de réflexion stratégique avec des organisations de femmes par pays, pour offrir un espace dans lequel elles peuvent réfléchir ensemble et analyser les défis qui les attendent et puis mettre en place des stratégies pour y faire face. Nous proposons cet espace-là avec une méthodologie qui nous est propre et qui, très souvent, nous avons des retours très enthousiastes pour ce travail-là. Donc, le Fonds pour les femmes en Méditerranée, c'est cette organisation qui se mobilise tous les ans pour des thématiques. Cette année, nous nous mobilisons à travers une campagne pour soutenir les petites filles, parce que nous estimons que les filles vont faire les femmes de demain. Et nous avons décidé cette année de mettre à l'honneur, en tout début d'une campagne de levée de fonds que nous lançons ce soir, les petites filles syriennes. Pourquoi la Syrie ? Bien sûr, pour nous, la Syrie est une évidence parce que c'est un pays méditerranéen, c'est le pays où se déroule une tragédie à ciel ouvert que nous regardons quasiment en direct et qui nous laisse dans un état de sidération quasi paralysant. Pour nous, la moindre chose que nous pouvons faire sur la question de la Syrie, c'est déjà quelque chose pour garder l'espoir de construire un pays libre et indépendant. Donc, parler encore et encore de la Syrie, c'est aussi parler, dénoncer, c'est garder vivant cet espoir, mais aussi garder vivant toutes les personnes qui ont disparu, dont on n'a pas de nouvelles, garder vivant toutes ces personnes qui ont été profondément traumatisées, qui sont jetées sur les routes, qui sont jetées dans les mers, et qui espèrent un jour retrouver leur pays et qui espèrent un jour entrer dans un processus de résilience, de guérison pour construire ce pays. Et parmi ces personnes, il y a des femmes qui ont été durement touchées. Nous avons aujourd'hui plus de 250 000 victimes civiles, sans compter toutes les autres. Et les femmes sont touchées par le conflit et les petites filles aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle notre mobilisation urgente pour les petites filles syriennes qui sont l'avenir de la Syrie de demain commence aujourd'hui pour une durée d'1 mois. Nous vous proposons de regarder cette campagne qui démarre ce soir. Nous espérons que vous la soutiendrez. Nous espérons que vous serez là auprès d'elle parce que pour nous, tout ce qu'on peut faire pour la Syrie, y compris donner quelques euros, c'est un pas vers un futur d'espoir pour ces filles. Alors, nous avons monté cette campagne qui est une campagne de dons en ligne, de crowdfunding, avec la plateforme W4 qui soutient des projets de femmes. Et je dois vous dire que nous l'avons lancée en un temps record.
avec l'association Women Now dont Samar va nous parler. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pour qu'elle puisse être prête aujourd'hui. La réalisatrice de ce petit film est présente parmi nous ce soir et c'est un grand plaisir parce qu'elle vit à Beyrouth. D'habitude, elle n'est pas là. C'est Rania Stéphane, elle est là. Elle a monté le film en un temps record. Vraiment, quelques jours, ça a été elle est allée elle est dans la Beqa, c'est ça, hein? Elle est allée, elle a interviewé, elle a filmé, elle a monté, sous-titré, tout ça vraiment en l'espace de quelques jours. Ça a été extraordinaire. Donc, je vous propose de découvrir ce petit film pour que vous voyez les visages de ces femmes, de ces petites filles qui sont au quotidien dans la survie, dans la joie, mais aussi dans beaucoup d'espoir. Et c'est celle-là que nous voulons renforcer et soutenir. أنا كنت أشتغل بالخياطة ومعلوماتي كثير منيحة بس حبيت جيت طورها بالنساء لحتى أقدر أشتغل وساعد زوجي وأكون عضو فعال بالمجتمع. صار يعطونا بمركز النساء الآن شغلات ترفيهية، صار عندنا رفقة أكثر، صرنا نسأل حالنا كثير، نحكي على جوات قلبنا، صرنا شيء أحسن وجيل أحسن، نحب الحياة ونحب الفن. شغلة مفيدة بشكل للسوريين يعني حاضنة لكل شيء صبايا وسيدات واللي معهم أطفال. في حاطين مربية أطفال هون بتستقبلك يعني تاخذ منك الصغير. اللي عملوه كان يعني مدروس وكل شيء لأنه عن جد ساهم كثير شغلات وحسن نفسيات العالم. وأنا من ضمنهم عملت ورشتين، ورشة تمثيل وورشة الإنجليش. بحب كمان يفتحوا هون ورشة تصوير لأعمارنا، تكنولوجيا يفهم شو التكنولوجيا ويشرحوا لنا إياها وبس هيك بحب الصراحة. العفو، الصدق، الكرم، الصبر، الأمانة، الإخلاص، العدل، الحنان، التواضع، الإسحاق. جميل، نور، سعادة، ندرس فرنسي، نعمل نشاطات مع العائلة ونحب نساوي مع رائس ونمثل ونسوي نشاطات ونحط بإيدنا الألعاب وإحنا بنحرك الألعاب. Voilà. Donc, ce sont ces visages-là qui nous animent et qui nous mobilisent. Et je voudrais vous dire très vite, vous présenter nos intervenantes ce soir. Donc, bonsoir, je m'appelle Samar Yazbek, je suis écrivaine. Et mon français n'est pas parfait, donc je vais parler en arabe. Et c'est tout. Bonsoir, je m'appelle Racha Bazied, je suis aussi syrienne et je m'occupe d'une association qui s'appelle Syrie MDL. Voilà. Donc Syrie moderne, laïque et démocratique. Très bien. Bon, on va faire plus connaissance tout au long de la conférence. Je voulais juste... bon, Samar est romancière, donc son dernier, elle a écrit beaucoup de romans. C'est un regard de femme, un regard à la fois révolté, mais tendre aussi, nostalgique, douloureux qu'elle porte sur sa société. Et dans son dernier roman qui s'appelle Les Portes du Néant, Samar a écrit des témoignages sur une incursion clandestine qu'elle a faite de retour dans son pays il y a, je ne sais pas, 3 années. Nous vous en lirons un extrait tout à l'heure. Et pour faire le lien avec l'association, je vais vous lire un extrait de son livre où elle écrit « Une fois arrivée en France, j'ai ressenti l'obligation de retourner dans le nord de la Syrie pour poursuivre mon rêve de voir un jour la démocratie et la liberté régner dans ma patrie. Je ne pensais qu'à ce retour dans mon pays natal,
convaincue que je faisais ce qui était juste en tant qu'intellectuel et écrivain, c'est-à-dire me tenir aux côtés de mon peuple dans son combat. Mon but était de mettre en place des actions à petite échelle pour les femmes, ainsi qu'une organisation visant à les responsabiliser, à instruire les enfants. Car si la situation devait se prolonger, et ça date, il n'y avait pas d'autre choix que de se concentrer sur la prochaine génération. Je cherchais aussi une solution viable pour établir des institutions civiles démocratiques dans ces régions qui s'étaient affranchies de la tutelle d'Assad. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de Women Now. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'association? بالعبور الأول بال2012 لما رجعت المرة الأولى كان واضح تماما رغبة النساء تحديدا بالمشاركة بعملية التغيير الديمقراطي. Lors de mon premier passage en 2012 déjà, il était vraiment clair le désir des femmes de participer, de s'impliquer dans le changement démocratique était évident en 2012. وكان في عدد كبير من الأرامل ومن السيدات اللي رجالهم عم بيقاتلوا. Il y avait un grand nombre de femmes et de veuves en particulier dont les maris avaient été tués. وحقيقة كنت أنا عم فكر إنه نحن راجعين لنبني مؤسسات مدنية بال2012 كان هذا الكلام. Et à l'époque, je pensais que nous allions revenir pour construire des institutions civiles. بهديك الأثناء فكرت إنه لازم أبدأ بمشاريع اقتصادية كدعم أولي للنساء إنه يكونوا مستقلات اقتصاديا. Et à ce moment-là, je m'étais dit qu'il fallait à tout prix commencer par des petits projets économiques pour que les femmes s'autonomisent et puissent être indépendantes économiquement. طبعا هذيك الفترة كانت لما بعد ما عدت لفرنسا طبعا بتعرف نادية التفاصيل لأنه هي بدأت معي عملية بناء Women Now. Donc quand je suis revenue en 2012 en France, et c'est comme ça que nous avons commencé à réfléchir à mettre en place l'organisation Women Now. Et Nadia, elle m'a aidée parce qu'elle n'a pas كاسكو لازم تترجميها. اوكي اوكي هلا بنحكيها. فانا فكرت وقتها انه نحن بحاجه لبناء مؤسسه مجتمع مدني تعنى بتمكين النساء اثناء الحرب. Je me suis dit qu'à l'époque, l'urgence maintenant était de mettre en place des institutions qui renforcent les femmes pour qu'elles puissent déjà résister pendant la guerre. وفعلا أنشأنا هالمنظمة هون. في معنا خلود موجودة كمان هي بدأت معي من البداية. Donc nous avons monté cette association. Khouloud qui est là était là aussi dès le début. في كمان رانيا ستيفان هي من فريق لبنان معنا اللي هي مخرجة وعضو مجلس إدارة أيضا. Rania Stéphane qui est membre du conseil d'administration et qui est dans l'équipe libanaise. Elle vit à Beyrouth et elle est réalisatrice. وبدي أرجع وأقول نادية عيساوي هي بدأت معي ألف باء Women Now. Et Nadia Aissaoui qui m'a aidé à écrire les premières lettres des statuts de l'association. فهذا كان قبل ما يفتحوا الحدود السورية التركية ويبدأوا المقاتلين الغرباء المتطرفين يدخلوا على سوريا. Ça c'était avant que les frontières deviennent poreuses et s'ouvrent entre la Syrie et la Turquie, ce qui a permis l'afflux massif de combattants étrangers sur le territoire syrien. أنا كانت فكرتي كيف نستطيع صناعة السياسة من قلب العنف. Mon idée, c'était comment construire le politique à partir du cœur de la violence. عبر تمكين النساء اقتصاديا وثقافيا ومعرفيا وسياسيا ودعم نفسيا. Renforcer les femmes sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel et aussi le renforcement psychologique. فبدأت ب 2012 والحقيقة بدأت
يعني بدأت عن طريق مشروعات صغيرة، لكن انتهت إلى الآن نحن أكبر تجمع نسوي، أكبر شبكة نسائية تعمل في الداخل وفي مجتمع اللجوء. Nous avons commencé très petite et puis aujourd'hui nous sommes le plus grand réseau, la plus grande organisation qui travaille à l'intérieur de la Syrie, mais aussi dans les camps de réfugiés, dans les pays en Turquie et au Liban. وإضافة للمراكز، لكل مركز فيها بضم يشكل تقريبا نواة بديل دولة مدنية بمجتمع الحرب. Chaque centre est une forme de modèle alternatif d'une société civile qui se constitue. لدينا أيضا مشاريع أخرى بدأنا فيها، هو مشروع القيادات النسائية. Nous travaillons sur un projet de renforcement du leadership des femmes. مشروع الشبكة السياسية. L'élargissement au renforcement des réseaux politiques. مشروع مدارس للفتيات خاصة. Et puis des projets d'école pour les filles particulièrement. بظن بكفي هلا منكفي الحديث. Très bien. شكرا. Rachad, tu veux dire un petit mot sur ton organisation? Alors, Syrie MDL a été créée MDL, donc, voilà, moderne démocratique laïque. Donc ce mot très long, parfois dit vous êtes un parti politique. Non. Ça vient en fait au départ, nous étions quelques amis à Paris, syriens et français, et qui avons voulu accompagner de manière intellectuelle au départ ce qui se passait en Syrie. Et on a commencé sur Facebook à poster des témoignages de la vie des gens, de ce qui se passait sur le terrain, parce que la voix des personnes ordinaires n'était pas pour nous reportée dans les grands médias. On parlait de géopolitique, de stratégie, mais nous, on voulait savoir comment, par exemple, vivait une femme pendant 24 heures dans la ville assiégée de Homs. Et c'est ça qui nous intéressait. Et donc, on a commencé à traduire des petits posts, à commenter avec nos amis. C'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle Syrie MDL, parce que moderne, démocratique, c'était le rêve qu'on voulait construire au début de ce printemps, ce qu'on rêvait pour une Syrie de demain. Et en même temps, c'était pas très loin des revendications des gens dans la rue, les premières revendications. Et donc on a commencé comme ça, et l'urgence nous a rattrapés très vite, l'urgence humanitaire, l'urgence du terrain, et l'urgence de constituer une association. Donc en 2013, on a déposé nos statuts, et on a gardé ce nom sous lequel on s'est fait connaître tout de même sur Facebook, parce que nous le portons très haut, parce qu'il porte des valeurs dans lesquelles nous croyons et que nous défendons toujours. Et là a commencé pour nous un chemin plutôt comment s'adresser en France pour sensibiliser à la situation du peuple syrien. Donc on a choisi tout simplement la culture. Et parce que pour nous, c'est le langage universel. Et c'est à travers des activités culturelles qu'on essaye de sensibiliser. Et si on peut, aider aussi. Et donc à chaque fois, jusqu'à maintenant, on a fait 3 grandes campagnes. Une qui s'appelle 1001 cartes pour les enfants de Syrie, qui était un concours de cartes postales dédié aux enfants pour soutenir des opérations pour les enfants syriens. On a fait aussi Nous, enfants de Syrie, qui était une grande exposition avec des travaux d'enfants syriens réalisés au Liban, qu'on a monté avec Basma Izaitouna et qui tourne encore en France. Et actuellement, on a lancé quelque chose de différent, des rendez-vous culturels qui s'appellent les traversées syriennes sur la péniche pour la paix. Et ce sont des traversées pour rappeler d'autres traversées qui finissent très mal en Méditerranée, mais à travers des thèmes qu'on aborde à chaque fois. Voilà. Mais bien sûr, la question des femmes est au cœur aussi de nos préoccupations. Et j'espère que bientôt, on montera aussi un projet autour des femmes syriennes. Mais en tout cas, jusqu'ici, on essaie de leur donner la parole, que ce soit des artistes, des écrivains. On a un portail qui est toujours très actif et très regardé, et à travers lequel nous essayons de rendre hommage le plus souvent à des luttes et des luttes de femmes également. Voilà. Merci. Donc, pour revenir
la question de la Syrie. Bien sûr, vous savez que dans le sillage des révolutions en 2011, il y a eu des manifestations populaires qui ont eu lieu en Syrie, qui ont duré plusieurs mois et puis qui ont été réprimées dans le sang. Ces manifestations se sont amoindries par la suite à cause de la répression, et puis le phénomène de la radicalisation est monté. Je vous recommande vivement la lecture du livre de Yassine El-Haj Saleh, qui est une analyse qui s'appelle la question syrienne, que Dima vous montre, que j'ai eu l'honneur de co-traduire. Ce livre-là livre une connaissance de l'auteur très, très aiguë, une connaissance sociologique, historique de sa société. Et vraiment, il dévoile tous les mécanismes et la mise en place du despotisme, la gangrène qui a pris toute la société syrienne et semé la peur, et montre comment, évidemment, on en est arrivé là avec la radicalisation et le cœur de la violence qui est le régime assadien. Bien sûr, dans l'intérêt de cet ouvrage, c'est que nous avons une histoire immédiate qui est écrite. Nous ne sommes plus dans l'actualité, dans le YouTube, il y a une histoire immédiate. C'est un intellectuel spécifique qui l'écrit, et c'est un témoignage très précieux parce qu'il donne des visages à un peuple, à des femmes, à des hommes qui se sont soulevés pour leur liberté. Ce qu'on ne dit jamais assez ici. Ces gens-là aspirent à une démocratie, aspirent à vivre en paix, aspirent à retrouver une dignité. C'est ces gens-là qu'on retrouve dans ses écrits. Il ne les a pas inventés, ils existent, ils sont là-bas. Ils sont cachés par le discours étatique, le discours du despotisme, mais ils existent et ils résistent. Voilà, je tenais à rendre hommage à Yassine. Et donc, parmi ces résistants, ce sont ces femmes, mais puisqu'on parle du régime de Assad et des propos que nous entendons souvent, c'est Racha, à ton avis, avant la révolution, à l'époque de Assad, c'était mieux en Syrie? La réponse est non, bien sûr. Alors non, pourquoi ce n'était pas mieux parce que mieux par rapport à quoi? D'abord par rapport à la guerre actuelle, au chaos. Évidemment, on peut pas dire que c'est mieux aujourd'hui par rapport. On ne peut pas comparer un temps de paix à un temps de guerre, mais on ne peut pas oublier ce pourquoi les gens se sont révoltés. C'est que ce n'était pas bien. C'était pas bien parce que évidemment il y avait un despotisme, un État totalitaire installé depuis une cinquantaine d'années, et cet État, comme l'a très bien décrit Michel Sora d'ailleurs dans son ouvrage, est un État extrêmement violent, sécuritaire, avec des services secrets extrêmement performants. On en compte 7 différents. Donc il n'y avait aucune liberté d'expression, un État où les droits... donc quand on parle des droits des femmes, justement, on a toujours eu une tendance à dire que le régime Assad est un régime laïque. Ça me révolte à chaque fois que j'entends ça, justement, parce que notre association se dit moderne, démocratique, laïque. La laïcité est justement ce qui sépare un État, les institutions de l'État, du religieux, et ça n'a jamais été le cas du régime Assad. Ce régime a inscrit même dans la Constitution qu'il a amendée en 1973 la religion musulmane comme la religion officielle de l'État, du président de la République. Et il existe en Syrie donc un ministère des affaires religieuses qui s'appelle Waqf, et avec un moufti de la République qui est nommé en tout cas le régime a utilisé la religion comme il a utilisé les notions de nationalisme, d'arabisme, pour à chaque fois servir sa propre propagande et installer un pouvoir absolu selon ses intérêts, selon les besoins du moment. Donc non, ce n'était absolument pas l'État qu'il
qu'il s'affiche, en tout cas, ou qu'il aimerait comme il aimerait se montrer, en tout cas en Occident, dont il connaît très bien les codes d'ailleurs, et dont il sait très bien se servir lorsqu'il a fallu libérer les otages du Liban. Il fallait passer par... Donc ce régime extrêmement autoritaire et dont les prisons étaient remplies de prisonniers politiques, était extrêmement répressif. Et la révolte n'est que quelque chose qui a été une libération, qui a été vécue comme une libération pour beaucoup de Syriens, qui attendaient enfin le moment où on pourrait dire non. Il y avait une telle peur, une telle... après Hama, après les massacres de 1982, personne ne pouvait un jour dire que l'état de surveillance était tel qu'on avait peur de son voisin, de ses amis. Donc le Baas avait installé un tel... Alors quant à ce qui nous intéresse ce soir, la question des femmes sous le régime... Elle a été aussi utilisée, c'est-à-dire que l'image de la femme émancipée, moderne, qu'affichent parfois les habits très à la mode de Madame Asma al-Assad, celle qui sort souvent dans les magazines féminins pour ses toilettes, etc. C'est une image qui totalement a été utilisée tout à fait comme la cause de l'émancipation féminine, qui existait bien avant les années du Baas. Depuis le droit de vote pour les femmes, c'est 49 en Syrie, 1949. Donc les luttes féminines existent depuis bien longtemps. Donc on parlera peut-être Samar mieux que moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été utilisé comme les syndicats, comme on a utilisé comme comme fonctionnement de toute dictature. On utilise aussi la cause, et par exemple en mettant des femmes de milieu rural à des postes de l'armée, à des postes de fonction, et tout à fait comme on a fait avec la religion, en fonctionnalisant, en rendant la religion de manière institutionnalisée et comme un État, en la rendant, en créant un ministère avec des dignitaires religieux qui ont des postes administratifs, etc. C'était un tout petit peu comme ça que ça se passait. Donc c'était pas mieux. Et donc une laïcité de façade. Samar Yazbek, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'à l'époque, enfin, ce régime protégeait les femmes et les minorités comme il le crie sur tous les toits et comme on a tendance à nous le dire? أنا بدي بلش مع حلمة خلصت رشا. Je voudrais partir à partir de ce que dit Racha. لأنه مهم كتير نحكي عن وقائع أكثر ما نعطي نحن حكم قيمة. Alors il vaut mieux, je préfère parler des faits, de manière factuelle plutôt que de porter des jugements. بدي أحكي بس موضوع الأقليات اللي هو الدعاية اللي بيستخدمها الأسد دائما بعد ظهور الراديكاليين في سوريا. Je voudrais parler de la question des minorités, par exemple, que le régime utilise tout le temps, en permanence, quand la radicalisation, l'arrivée des radicaux en Syrie s'est faite. يعني تحديدا راح أذكر العلويين اللي زجهم الأسد بالمعركة وحولهم لمحرقة لإله. Je parle, par exemple, j'évoque les Alaouites, donc la communauté alaouite qui a été jetée en pâture, c'est ça? C'est bien sûr la communauté. Et donc, il a utilisé la communauté alaouite comme un combustible de sa guerre, sa communauté à lui. يعني هو إذا كان الأقليات أنا راح أعطي مثال عدد العلويين الموجودين في سوريا 1,200,000 فرد. Donc, s'il protégeait les minorités, par exemple, les Alaouites sont estimés à 2 millions de personnes. من أصل 24 مليون سوري. Oui. De 2 millions et combien? 1,2 million sur 24 millions. Oui.
نسبة النساء والأطفال والعجائز بين العلويين 70%. Le pourcentage des femmes, de vieillards et d'enfants parmi les Alaouites est de 70%. فما يبقى من النسبة المتبقية Ce qu'il en reste, donc en pourcentage, عدد قليل très جدا. minime. الأسد الآن زج هؤلاء الشباب اللي أعمارهم بين 18 وأحيانا 17 وال45 مطلوبين جميعا للخدمة على خطوط الجبهة. Donc Assad a mobilisé toute la jeunesse restante, a été mobilisée pour le service militaire obligatoire pour aller sur le front de la guerre. طبعا بيموتوا بشكل Tous sans مجاني. exception. الموت المجاني لهم وهم أقلية، وهدول الشباب يوما عن يوم عم بيقل وجودهم وعم بيقل عددهم. Ils meurent gratuitement et puis leur nombre diminue de manière drastique. Donc ففينا نتخيل نحن بعد 5 سنوات رح يكون عدد القتلى من الشباب العلويين يتجاوز 200,000 أو 300,000. Et donc le chiffre va s'estimer à entre 200,000 et 300,000 victimes alaouites. القرى اللي بيحاربوا مع الأسد، القرى العلوية فارغة من الرجال، لا يوجد رجال إلا عجزائر. sont vides, il n'y a aucun homme dans les villages. فأنا لا أفهم كيف يتم الحديث أن الأسد يحمي العلويين وهو يزج بهم في هذه الحرب ويحولهم إلى مجرد قتلى. Donc comment ce discours de protection des minorités alors que lui-même, cette minorité à lui, est utilisée comme une chair à canon pour la guerre? هذا أولاً. أنا أريد أن أتحدث الآن عن ما فعله النظام بالنساء قبل حديثنا عما حصل لاحقاً مع الإسلاميين. Je voudrais parler de ce qu'a fait le régime avec les femmes avant d'aborder la question des islamistes. أنا سأتحدث أولاً عما فعله فينا نحن الكاتبات أو المثقفات أو الفنانات اللي انتمينا للثورة وخرجنا في مظاهرات ضده. Témoigner de ce que nous avons subi en tant que femmes, écrivaines, femmes engagées, militantes pendant la Révolution quand nous nous sommes révoltées contre son règne. أول شيء بداية كان أول شيء استخدم مبدأ الإشاعة وتشهير السمعة، وبالتالي أنا أسميه قتل معنوي في مجتمع محافظ وله تقاليده. Il a utilisé la stratégie de la rumeur. Il a diffusé sur nous des rumeurs pour salir notre réputation. Et je considère déjà que c'était un meurtre psychique qu'il a commis envers nous. في المظاهرات كان يقوم بضربنا وبملاحقتنا. Pendant les manifestations, bien sûr, nous étions battus et poursuivis. كان يقوم باعتقال الناشطات والمدنيات ومنهم يساريات ومن عدة طوائف في بداية الثورة. Les militantes, les activistes de différentes communautés qui manifestaient étaient arbitrairement arrêtés. وهناك ناشطات بقوا في السجن لفترات طويلة. Certaines sont restées de longues périodes en prison. وكان هناك نوع من التنكيل الجنسي فيهم، أنا بسميه تنكيل لأنه بين الاغتصاب كان له وضع تاني. J'appellerais ça شو تنكيل. التحرش. تحرش. Donc elles étaient harcelées sexuellement dans les prisons. وكان هذا بما يخص الطبقة النخبة أو المثقفة، لكن النظام ça concerne l'élite de la société. نظام الأسد استخدم الاغتصاب كأداة حرب. Et donc ce régime a utilisé le viol comme une arme de guerre. وهذا حصل. أنا وثقت مجموعة شهادات لنساء. Et j'ai recueilli plusieurs témoignages de femmes qui ont été violées. تحديدا في منطقة حمص. Dans la région de Homs. في حمص في منطقة الحولة وما حولها كان يستخدم الشبيحة من العلويين خصوصا. Donc dans la région de Homs et de Haoulé, il utilisait ces nervis, les shabiha, ces voyous. يعني يستخدمهم لقتل وذبح بطريقة وحشية والاغتصاب النساء. هذا حصل في بداية الثورة. لم يكن هناك إسلاميين ولم يكن هناك متطرفين ولم تكن هناك داعش.
Donc leur mission principale, c'était de tuer, d'égorger et de violer les femmes. Et à l'époque, il n'était pas question, il n'existait pas encore la question des islamistes et des radicaux. أيضا كان يتم اختطاف النساء من أماكن عملهم ومن بيوتهم. النظام السوري قام فيه. Le régime a enlevé des femmes de leur lieu de travail et de leur domicile. وفعل هذا لما هؤلاء النسوة بيكونوا أخوات أو أقارب مطلوبين له. Elles étaient enlevées parce qu'elles étaient proches de militants recherchés, donc des liens de famille, pour faire pression sur ces militants qui étaient entrés en clandestinité. هناك الكثير من حوادث الاغتصاب التي غير مسموح لنا أن نعلن عنها. Il y a beaucoup de cas de viol dont nous ne pouvons pas parler. طبعا لأنه المشكلة تصير بمجتمعاتنا بدل أن تكون المرأة ضحية تتحول إلى جزء من يعني تعاقب على أنها مغتصبة. أنتم تعرفون طبعا. Car dans notre société, il est difficile de parler du viol parce que les femmes ne sont pas considérées comme des victimes, mais plutôt blâmées pour ce qui leur est arrivé. Vous connaissez cette réalité. Oui, mais هناك امرأة Il y a خرجت une femme qui est sortie de ce cadre. قبل موتها كانت هي عم تحتضر اسمها المشحود وهي عملت فيديو وقالت كيف اغتصبت في سجون بشار الأسد. Il y a une femme qui, avant son décès, s'est filmée et a raconté tout le calvaire qu'elle a vécu dans les geôles du régime Assad et donc le viol atroce qu'elle a subi. فكرة أن النظام يحمي النساء هي أيضا فكرة مغلوطة لأنه يحمي مراكز قوته سواء كانوا رجال أو نساء. Donc l'idée, dire que le régime protège les femmes, c'est plutôt que celui-ci, femme ou homme, protège son capital, son gagne-pain, en fait, ce qui lui permet de rester en place. والحماية التي يقوم بها هي فقط مرتبطة بالانحياز له سواء كانوا علويين أو سنة أو رجال أو نساء. إذن لا يوجد حماية. Et donc la protection est conditionnée par l'allégeance prêtée au régime. Peu importe la communauté, mais que ce soit des hommes d'affaires, des sunnites, des halawites, pourvu qu'on lui prête allégeance et on obtient sa protection. أنا من نفس الطائفة اللي منها هو الرئيس وأنا ما فيني روح على بلدي لهلا. Je suis moi-même de la même communauté que ce président, donc alawite, et bien sûr, je ne suis pas autorisée et je ne peux même pas retourner dans ma région d'origine. هلا موضوع الإسلامي لاحقا نرجع نحكي كيف تطورت الأمور. طيب. Puisque Samari Azbek, vous avez la parole, on peut continuer. Tu peux nous dire juste un petit mot sur les mouvements des femmes, le poids des mouvements des femmes dans le passé. Okay. Comment était organisé الحقيقة تحديدا في سوريا حقوق المرأة أخذت حقوقها بحق الانتخاب وحق العمل قبل أن تأخذ المرأة الفرنسية بالمناسبة. Les femmes ont obtenu le droit de vote, le droit de travailler avant même que les femmes françaises ne l'obtiennent. يعني وكان في حركة نسوية قوية جدا من كاتبات ونسويات وصاحبات منتديات. Il y avait un grand mouvement de femmes très puissant, de femmes qui animaient des forums de discussion, des écrivaines, des intellectuels. وحقيقة فينا نعتبر تاريخ استلام البعث بالستينات الانقلاب العسكري اللي قاموا فيه الضباط البعثيين هو بداية انحدار كل شيء في سوريا. Et on peut considérer que la phase de déclin de cette belle histoire, c'est le moment du coup d'État du parti du Ba'ath en 1962. 1960 en 1960 ففينا نحكي انه القضيه شوي معقده وانا بعتقد انه نحن كنساء نحن الان بالعالم العربي وليس في سوريا ندفع ثمن الثورات لكن لي وجهه نظر بهذا الموضوع. On peut considérer que nous en tant que femmes du monde arabe on paye le prix
de ces révolutions. Mais j'ai un autre point de vue. يعني لازم يكون كتير واضح لأنه بدي أرجع أحكي عن الحركة النسوية السورية وما كانت تفعله. Je voudrais que ce soit très clair parce que je veux parler du mouvement féministe syrien et ce qu'elle faisait, ce qu'il faisait. إنه في سوريا كانت على الشارع الاجتماعي في سوريا متحرر وكانت المرأة في تعيش حياة أقول إلى حد ما تحظى بحرية إلى حد ما. Donc le milieu social en Syrie était plus ou moins ouvert et les femmes jouissaient d'un certain nombre de libertés. كان في تجمعات نسائية لها مطالب حقوقية خاصة فيما يتعلق بحق المرأة بالطلاق والحضانة. Donc il y avait des organisations de femmes qui étaient organisées, qui militaient pour obtenir des droits comme le code du statut personnel, le droit au divorce, à la tutelle, à la garde des enfants. لكن بالوقت نفسه كان نظام حافظ الأسد وهذا كتير مهم نحكي إنه من نهاية الثمانينيات وحتى أول التسعينات ولم يعني اعتقل المئات من اليساريات المناضلات. Et dans le même temps, le régime de Hafez al-Assad réprimait les femmes et emprisonnait des centaines de militantes féministes de gauche. ومع ذلك كان في استمرار بالنضال من أجل حقوق المرأة وتحديداً بالدستور تغيير الدستور. Tout en continuant à élaborer le discours sur les droits des femmes et les modifications de la Constitution. لكن الحقيقة الحكومة السورية كانت تمشي رغم ما يقال أنها علمانية كانت التشريع كان يستمده من القرآن. Et même s'il prétendait, et on fait croire que c'était un régime laïque, il inspirait ses lois à partir de textes religieux, لذلك كانت coraniques. Oui, c'est bon. لذلك الحركة النسوية السورية قبل الثورة كانت فاعلة وكانت موجودة لكن حقيقة كانت خاضعة لوطأة حكم المخابرات نفسه. أي امرأة نسوية مو راضية عن المخابرات كانت ممكن تكون بالسجن. Donc le mouvement féministe était puissant, très actif, mais avec cette condition et cette peur qu'elles étaient sous la pression des services de renseignement. Toute femme qui mettait en question, qui remettait en question le régime était automatiquement réprimée ou persécutée. يعني في الظاهر يبدو كما قالت رشا نظام علماني لكن هو جرد العلمانية من مفهومها الحقيقي. Donc en apparence, on a toute l'apparence d'un régime laïque, mais en réalité, il a vidé la laïcité de son sens profond. يبدو أنه نظام مودرن ويحمي النساء لكن في الحقيقة هو كان كما قلت سابقا يحمي مراكز قوته. كانت قضية النساء بالنسبة له مثل برستيج زينة له في الغرب. Voilà, donc voilà, la cause des femmes, la question des femmes était un faire-valoir pour ce régime, était une vitrine qu'il entretenait savamment pour justement la communauté internationale. الشيء المهم آخر شيء مشان نعطي لرشا إنه الحكم اللي قام فيه الأسد لحوالي نصف قرن من تحويل سوريا من احتمالية دولة مدنية حديثة إلى دولة مخابرات ومافيات وعسكر. Donc ce régime a transformé en moins d'un demi-siècle la possibilité d'avoir une société civile ouverte en un système de renseignement et comment dire, totalitaire, مافيوز. هذا الأمر جعل هناك تفاوض طبقي عنيف جدا ظهر بالعشر سنوات الأخيرة والمرأة السورية هي اللي دفعت ثمنه أولا. تفاوض دفعت. Oui, donc il y a eu un clivage, un décalage de classe très important qui s'est produit, social, et ce sont les femmes qui en ont payé le plus lourd tribut.
Et bien sûr, avec l'apparition ou le déclenchement de la révolution syrienne et la répression féroce qui en a suivi, qui s'en est suivie, les femmes ont continué à en payer le prix, la torture, disparition forcée, les meurtres, puis l'exil intérieur, le déplacement à l'intérieur, et puis l'exil à l'étranger, avec tout ce que ça implique comme danger, insécurité pour elles-mêmes, les violences au sein même des camps de réfugiés, et j'en passe. J'aimerais demander à Rasha Abezaid, qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui de la situation des femmes? Enfin, on ne peut pas généraliser la situation des femmes syriennes aujourd'hui, c'est impossible, mais peut-être juste un petit aperçu sur la réflexion. Oui. Alors les femmes sont toujours, comme dans toute situation catastrophique de guerre, pardon, je ne vous m'entends pas, elles sont toujours les premières cibles, évidemment, avec aussi les enfants. Et les femmes donc subissent des agressions de toutes sortes. Et par différentes factions, que ce soit le régime, les islamistes, Daesh. Mais alors, pour les chiffres, pour revenir à des chiffres, pour donner une idée, 80... Alors, je ne vous dis pas de bêtises, je préfère revenir à mes petites notes. 94% des personnes, des femmes tuées, ont été tuées par le régime syrien, pour juste rappeler un chiffre. 1,16% par Daesh. Le reste étant des factions armées ou rebelles et autres. Donc c'est déjà un chiffre pour savoir combien de personnes ont été tuées, c'est bien. Alors pour les disparitions, parce qu'on parle de torture, d'enlèvement, tous ces chiffres, je voudrais juste rappeler que tous les chiffres qu'on obtient à l'intérieur de la Syrie ne sont qu'approximatifs. On ne peut pas avoir aujourd'hui de chiffres impossibles. L'ONU a déjà, il y a 2 ans, arrêté de compter. Même pour le nombre de personnes qu'on documente, de personnes mortes, kidnappées, etc. Donc on n'a que des chiffres d'estimation. On essaye d'approcher, et tous ces chiffres sont très en dessous de la réalité. Donc pour les disparitions, les enlèvements, alors l'année dernière, sur 58 148 personnes enregistrées, 4% étaient des femmes et 6% étaient des enfants. Donc ça, c'est sur les 58 000. Sur 58 000, on a 4% de femmes. Donc c'est pas énorme, mais on sait dans quelles conditions elles ont été aussi violentées, la torture. Donc le viol, je vous invite d'ailleurs à lire un article du Monde qui est sorti il y a 2 ans et qui était excellent et qui est très difficile à lire, mais où on voit vraiment les méthodes barbares de torture, de violation, de viol des femmes. Et là, le viol est utilisé aussi, comme vous disait tout à l'heure Samar, comme arme de guerre quotidienne, c'est-à-dire que de pression dans les interrogatoires pour faire pression sur les hommes, et également dans les descentes, dans les maisons, lorsqu'on descendait, qu'il y avait des manifestations dans les villes comme Douma ou dans les banlieues de Damas, lorsque l'armée descendait, on rentrait dans les maisons et systématiquement c'était les filles et les femmes qui étaient violentées. Donc voilà, ça c'est pour. Donc oui, on est dans une dimension de barbarie extrême, évidemment. Mais au-delà de ça, je ne souhaite pas juste présenter ces femmes comme des victimes, parce qu'elles ont très tôt, et dès le début de la Révolution, pris leur destin en main. Elles se sont battues. C'est aussi des activistes. C'est les premières à occuper le terrain humanitaire. Elles sont les premières à travailler dans les ONG. On en parlera à la fin dans la résilience, etc., dans ce qui est possible, etc. Mais je voulais juste dire que c'est dès les premières
dès les premiers moments de la révolution syrienne, c'est elle qui a organisé Jaramana, qui est à Damas, donc dans la région de Damas, était l'arrière-cuisine pour toutes les familles déplacées. C'est là où les étudiantes de Damas, c'est elle qui aidait les familles de déplacés, qui organisait l'aide humanitaire, qui soignait les blessés. Elles étaient pas juste les infirmières, elles étaient aussi des militantes. Et c'est aussi des femmes lettrées. Les femmes syriennes sont des femmes qui ont, je crois que les chiffres, je ne les ai pas exactement, entre 97 et 98% des femmes étaient lettrées. Donc aujourd'hui, elles élèvent des enfants, même des femmes médecins ou ingénieurs qui élèvent des enfants qui n'ont pas connu l'école depuis 5 ans. C'est terrible, hein, ou dont les enfants leur disent, ou qui sont récupérés par des brigands et des islamistes et qui peuvent être détournés pour faire la loi à la maison. Donc voilà, c'est une réalité terrible. Donc après, cette situation change selon les régions. Évidemment, une femme ne vit pas de la même manière à Damas que sous Alep bombardé, que dans une région où, à Raqqa, où l'État islamique lui impose ce qu'on connaît tous de esclavage sexuel, tenue vestimentaire, etc. Après, tout ça, on peut se documenter facilement dessus. Donc, je voulais juste parler de leur situation dans les pays où elles sont, si j'ai 5 minutes, dans les pays de refuge. Parce que aussi, là, les femmes réfugiées subissent beaucoup. Donc, dans les pays, par exemple, comme le Liban, il faut rappeler aussi leur situation. C'est-à-dire qu'elles sont toutes plus ou moins clandestines. C'est-à-dire pour avoir un permis ou un permis de séjour, c'est pas facile. Pour le renouveler, il faut $200 pour s'inscrire, pour inscrire les enfants, pour inscrire les mariages, pour aller faire les... Oui, voilà, pour faire les démarches auprès des fonctionnaires, exactement. Elles doivent subir l'harcèlement des fonctionnaires des états civils. Et si elles ne se déplacent pas facilement lorsqu'elles sont dans un camp, même pour voir des membres de leur famille un peu plus loin, parce qu'elles ont peur des contrôles, qu'on les retourne, qu'on les expulse, etc. Donc déjà, c'est insécurité permanente. Et malgré ça, ce sont les femmes qui travaillent plus que les hommes, malgré cette situation. Parce que les hommes aussi ont des difficultés de permis, etc. Mais elles arrivent. Alors, elles sont exploitées, évidemment, elles ne sont pas payées. Je pourrais vous lire un peut-être témoignage. Sanahla, une Syrienne de 20 ans. Ce sont des témoignages qui viennent de Amnesty International. Le passeur me harcelait. Il a essayé de me toucher quelques fois. Il s'approchait que lorsque mon cousin n'était pas là. J'avais très peur, d'autant plus qu'on entend tout le long du voyage les histoires de femmes qui n'ont pas les moyens de payer et qui se voient proposer des solutions de coucher avec les passeurs en échange d'une réduction. Donc là, c'est plutôt sur les routes de l'exil, mais pour le travail, à Nabatiya, au sud du Liban, je suis diplômée de l'université. Mais personne ne veut m'employer dans mon domaine parce que je suis syrienne. Je fais le ménage dans une maison. Je me sens exploitée parce que je travaille de longues heures pour un salaire bas. Nous nous sentons humiliés, surtout quand ils nous appellent les domestiques. Ils, les employeurs, font de fausses promesses. Ils ne me payent que la moitié de mon salaire. Il y a donc une précarité terrible. Et on peut rappeler aussi ce qui se passe en Jordanie, vite fait, parce qu'on ne peut pas passer ailleurs. Donc là, mais en Jordanie ou ailleurs, hein, je ne prends que des exemples. Évidemment, les femmes syriennes, vous avez entendu parler du mariage précoce pour les jeunes filles, parce que c'est la campagne. Voilà. Donc ce mariage précoce existait bien avant, hein, dans les traditions, etc. Il est passé de 13% de mariages enregistrés à 51,8%. Et donc 48% des femmes, des jeunes femmes qui ont été mariées, ont été mariées avec un homme qui a 10 ans de plus. Ça, il y a tout un commerce, une mafia qui photographie les jeunes femmes pour les proposer à des riches
du Golfe ou d'ailleurs. Enfin bref, il y a tout un commerce qui profite de la vulnérabilité. Alors elles sont mariées pour des raisons économiques, mais aussi parce que la famille a peur des viols et des agressions, qu'elles sont vulnérables, elles n'ont plus de protecteurs. Quand la maman élève toute seule des jeunes filles, elle a peur que ces filles subissent, donc on les marie plus jeunes aussi pour les protéger socialement, pour qu'elles soient à l'abri, pour qu'elles soient... voilà, donc il y a ça. Oui. Et donc, ces mariages-là sont des mariages un peu de commerce. Donc, ces hommes qui se marient ne cherchent pas forcément une femme, ou ils sont déjà une première ou deuxième femme. Et le problème, c'est qu'elles sont délaissées très peu de temps après consommation du mariage de plaisir pour ces hommes. Et elles sont abandonnées. Elles se retrouvent souvent avec un enfant seul ou à retrouver leur famille, etc. Donc voilà, pour ça aussi, j'ai des témoignages, je pourrais vous lire tout à l'heure si vous souhaitez. Et ces femmes, donc voilà, ça c'est une situation c'est terrible, donc une précarité. Et puis il faut voir comment ces femmes luttent au quotidien pour survivre. Donc la plupart des familles maintenant sont dirigées par une femme. C'est elles qui sont à la tête. Donc 26%, je crois, des familles réfugiées au Liban ont une femme à leur tête parce que l'homme n'est plus là ou n'est plus. Et elles sont classées comme personnes vulnérables. Le problème, c'est que l'aide de l'ONU, un quart de l'aide a été coupée, donc elles ne reçoivent plus d'argent pour aider leurs proches ou leur famille. Et aujourd'hui, elles vivent avec 4,85 $, enfin un mois de 5 $ par jour. Donc c'est terrible. Et donc elles n'ont parfois pas de quoi payer leur tente ou leur location. Donc voilà. Mais malgré ça, on parlera tout à l'heure de leur combat, de leur courage, de la manière dont elles luttent pour essayer de survivre à cela. Et on en voit des témoignages tous les jours et qui sont aussi des embryons d'espoir malgré un tableau très très noir. Alors, pour continuer de noircir le tableau, il y a aussi quand même une dimension très importante dont on ne parle pas et qui n'est pas évidente, c'est les questions de santé reproductive et sexuelle que vivent ces femmes-là, parce que les conditions d'hygiène sont extrêmement précaires, que ce soit dans les camps ou dans les zones assiégées par le régime. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de serviettes hygiéniques, évidemment. Donc ces grossesses qui proviennent de viols ou de relations sexuelles sans contraception se soldent soit par des complications à l'accouchement, soit par des avortements, soit par des accouchements difficiles. Enfin, pour vous dire que les femmes, en plus de ce que subit la population en général, ont quand même des soucis particuliers qui ne sont pas moindres et qui sont ces problèmes de santé. Elles sont confrontées aux infections et aux infections aussi qui perdurent parce que dans les zones assiégées, par exemple, à force d'utiliser une seule forme d'antibiotique et à force d'utiliser cette forme d'antibiotique systématiquement, on observe un développement extraordinaire et effrayant pour la planète, je dirais, d'une résistance, de la résistance aux antibiotiques qui fait que plus aucun médicament ne fait d'effet dans ces lieux-là. Et c'est quelque chose qui nous menace aussi parce que ça va se propager, on va aussi être contaminé par cette résistance. Donc les traitements ne marchent plus, les femmes subissent ce genre d'infection et elles sont aussi dans des situations d'hygiène terribles parce que quand même périodiquement, une fois par mois, elles sont confrontées à l'arrivée des règles. Voilà. Donc ça, c'était pour noircir le tableau, mais aussi pour vous éclairer. Je voulais, pour finir, avant de passer aux perspectives et vous donner la parole, juste demander à Samar Yazbek son analyse sur l'islamisation de la société. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on parle beaucoup d'islamisation. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, mais c'est bien un processus qui
qui vient de quelque part. يعني أنا الحقيقة كان ما بعرف إذا من حسن حظي أو سوء حظي إنه من 2012 ل 2013 شاهدت بأم عيني كيف ظهروا، كيف تكونوا، كيف تشكلوا. Je ne sais pas si par malheur ou par bonheur pour moi, j'ai eu la possibilité d'observer entre 2012 et 2013 la constitution et la montée de cette tendance islamiste. والحقيقة هذا كتير مهم لأنه دائما بيتم الحديث عن أنا كامرأة إنه أنا أحسن يكون بشار الأسد ولا الإسلاميين لأنه هذا ما يتم الحديث عنه علنا. Et j'ai été confrontée en tant que femme toujours à cette discussion de est-ce que c'est mieux d'être sous le règne de Bachar ou sous le règne des islamistes. Les femmes, on entend souvent ce genre de discours. لأنه بعتبر كتير مهم نحن كنساء ما نخون المعنى تبعنا يكون عنا العلاقة مع معنانا كنساء ما نخونه. فكيف بدنا نحتمل هذا الوجود اللي عم بيلغينا كبشر اللي عم بيعملوه الإسلاميين؟ Pour nous, c'est une question très difficile parce que c'est aussi comment rester fidèle à nous-mêmes en tant que femmes, comment ne pas nous trahir et accepter ce type de domination que sont les islamistes. الحقيقة الجواب على هذا السؤال بعتقد بيختصر ما حصل بسوريا لأنه نحن عنا سبب وعنا نتيجة. La réponse peut se résumer à ce qui s'est passé à la situation de la Syrie. Il y a une cause et il y a un effet. عنا السبب الذي أدى إلى ظهور هؤلاء الإسلاميين وعنا الإسلاميين نفسهم اللي هنن النتيجة. Donc il y a la cause qui a mené à l'apparition de ces islamistes et il y a les islamistes qui en sont le résultat. عنا بشار الأسد مع حلفائه الإيرانيين والروس اللي ما توقفوا عن قصف سوريا وتدميرها من سنوات. Il y a donc Bachar el-Assad et ses alliés, les Iraniens et les Russes, qui ont bombardé sans cesse ces dernières années les populations civiles. أنا أتحدث عن مجازر يومية نحن بهاللحظة ونحن قاعدين. Je parle de boucherie quotidienne, c'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, عشرات عم بيموتوا. Et des dizaines de personnes meurent à l'heure où je vous parle. إذن لدينا هذا العنف الوحشي الغير المسبوق من قبل النظام وحلفائه. لدينا صمت المجتمع الدولي عن جرائم Donc il y a بشار. cette violence barbare du régime, mais aussi le silence de la communauté internationale sur ces crimes commis par Bachar. لدينا تدخل حزب الله واستخدام العنف الطائفي في سوريا. L'intervention étrangère de la milice du Hezbollah libanais et l'utilisation de la violence communautaire à l'intérieur de la Syrie. هذه المجازر والتدخل العسكري تحت غطاء طائفي أيضا أدى إلى احتقان ديني. Donc ces massacres et cette intervention sous couvert de la communauté a créé une sorte d'acharnement, de mobilisation. Oui, une condensation de religieuse. مع ملاحظة أنه من بداية 2012 وحتى قبل بداية 2012 تركيا فتحت كل حدودها أمام كل أنواع المقاتلين. En 2012, la Turquie a grandement ouvert toutes ses frontières pour toutes sortes de combattants étrangers. أول المجموعات الإسلامية التي تشكلت في شمال السوري لم يشكلها سوريون. Donc les premiers groupuscules islamistes formés au nord de la Syrie n'étaient pas syriens. كانوا جايين من كل أنحاء العالم ولكن في بداية 2012 لم يكونوا سوريين. أنا أذكر أني أول واحد رأيته كان أردني. Le premier que j'ai vu par exemple était jordanien. كان بأفغانستان قبل ذلك. Et qui avait vécu, enfin qui s'était entraîné en Afghanistan. إذن لدينا السبب اللي صنع هؤلاء اللي أنا برأيي هن خطر علينا كنساء ورجال، خطر على العالم كله. Donc à mon sens, ce qui a fabriqué ces islamistes qui sont bien sûr un danger pour nous en tant que femmes et pour la société en général. طبعا لاحقا ظهرت داعش اللي هي موجودة قبل. Et puis il y a eu l'apparition de Daesh qui existait auparavant. لأنه سمحوا لها تفوت أيضا من عند الحدود. Qui a pu passer par les frontières irakiennes. وهذا بيخليني أحكي عن تدخل دولي لتحويل الثورة عن مسار الوطني. Et c'est là que je parle d'une intervention étrangère pour transformer ou pour dévier
la révolution de son destin national, de ce qui devait lui arriver. إذا الحديث إنه نحن لا يوجد لدينا إلا خيار بشار أو الإسلاميين هذا حديث غير حقيقي وواقعي لأنه Donc dire que nous n'avons le choix qu'entre Bachar al-Assad et les islamistes, ce n'est pas un discours réaliste. Pourquoi? لأنه الإرهاب اللي مارسته الدولة تحت شعار نظام بشار الأسد هو الذي أدى إلى ظهور هؤلاء. Parce que le terrorisme exercé par ce régime et qui a donné naissance à cela. الآن نحن أمام خيار يجب أن نبيد كل مناطق اللي خرج منها الأسد بحجة محاربة الإرهاب أو sorry. Je peux te relayer si tu veux. Aujourd'hui, on est devant une contradiction. On devrait presque vider tous les territoires qui sont occupés par le régime, c'est-à-dire écraser toute rébellion sous prétexte de lutter contre les djihadistes islamistes. والحقيقة الحل العالم كله المجتمع الدولي عم بيعمل فيه تحت شعار محاربة الإرهاب بقصف المدن السورية. Et le prétexte de la communauté internationale qui bombarde les villes syriennes pour combattre donc le terrorisme islamiste. هو سيؤدي إلى تنامي العنف والتطرف في سوريا وفي كل أنحاء العالم. Malheureusement, il ne fera qu'augmenter la tension et au contraire augmenter la violence et la nourrir la violence, enfin nourrir l'extrémisme ou l'extrémisme islamiste. Et en Syrie et ailleurs. يعني مشان هيك انه انا بالنسبه لي ما عندي هاي المعادله، انا بعرف اذا الاسد موجود في رح يتطرف رح يضل موجود. Tant que le régime existera et continuera à exister, tout ce qui est extrémiste et continuera à exister et redoublera de violence. Très bien. Dernière question avant de donner la parole à la salle. Je voudrais vous interroger, mesdames. Bon, vu que la situation n'est pas brillante et désespérante, bon. Mais que nous refusons de céder au désespoir et que nous restons mobilisés, la question qui se pose pour finir, c'est que peut-on faire? Nous, à notre niveau, comment on fait? Maintenant, avec ce qu'on a, avec les informations que nous avons, avec nos possibilités, qu'est-ce qu'il y a à faire en attendant un avenir meilleur? Déjà, combattre certaines idées reçues sur par exemple, l'idée que l'autre jour, en écoutant Le Pen parler sur RMC, qui disait que 99% des réfugiés étaient des hommes. Je ne sais pas où il a tenu ce chiffre. Et donc voilà. Et après, il a remis une autre. C'est des choses qui s'immiscent comme ça dans la société. Et ensuite, il est revenu pour dire 75%. Voilà. Il a revisé son chiffre. Donc voilà. Et donc le chiffre exact, déjà, c'est quoi? Le chiffre exact, et on est évidemment à 69% d'hommes. Mais pourquoi? Pourquoi 69% d'hommes? Parce que tout simplement, les familles syriennes, c'est terrible pour une femme et des enfants de faire des traversées périlleuses. Évidemment, ce sont les jeunes hommes qui traversent le plus. Mais malgré ça, sur 100 personnes qui traversent, il y a 18 femmes. C'est quand même énorme comme chiffre. Donc c'est pas anodin. C'est déjà en accueillant, en permettant aux 450 000 personnes jugées vulnérables et qui ont besoin d'un accueil, dont les femmes ayant des enfants et qui ne peuvent pas subvenir ou qui sont malades et qui ne peuvent pas aider leurs enfants, qui sont classés par l'ONU comme devant être relocalisés, aider ces personnes et militer en France et ailleurs et en Europe pour qu'elles soient relocalisées et qu'elles aient une assistance médicale et un accueil digne. Déjà, ça c'est une chose qu'on peut faire au niveau international. Appuyer dans ce sens-là, en tout cas l'idée, voilà. Mais après, au niveau
au niveau, on va dire, des organisations qui existent, des associations qui militent, comme Women Now, comme d'autres associations qui sont des associations qui ont des projets, qui aident ces femmes dans les pays où elles sont réfugiées, à s'éduquer, à se nourrir, à avoir des programmes qui les permettent de s'insérer et à avoir une vie où elles peuvent s'intégrer dans un nouveau climat, où elles peuvent s'adapter, où elles peuvent apprendre. Et ce qu'on a remarqué, c'est que c'était incroyable. La capacité, malgré tout ça, c'est qu'elle montre beaucoup plus, d'après les rapports, d'après les statistiques, beaucoup plus de volonté et que les hommes, donc à vouloir apprendre, une soif d'apprendre et une soif de se former, une soif de, malgré une situation dramatique, à prendre leur destin en main et à essayer de s'en sortir. Et à une capacité d'adaptation très rapide, malgré une situation très difficile. Donc leur offrir donc une assistance psycho pour les femmes qui ont voilà, donc des associations comme Women Now, mais il existe aussi d'autres dont on parle là, mais je vais peut-être pas les énumérer, peut-être laisser à Samar nous parler des projets qu'elle soutient en ce moment, et vous soutenez, ça serait déjà ça. Et donc oui. Que font les femmes pour préparer la Syrie de demain? On se projette pour la note d'espoir. oui. الحقيقة في كتير تجمعات نسائية ما تزال تعمل في مناطق الحرب واللجوء. Il y a en réalité énormément d'organisations de femmes qui travaillent dans les zones assiégées et dans les camps des lieux de réfugiés. وفي ملاحظة بخطوط الجبهة. J'ai une remarque par rapport au front de la bataille. 80% من الأعمال الإغاثية بتقوم فيها نساء وليس رجال. 80% du travail humanitaire est porté par les femmes. أنا بدي أحكي عن مجموعات من الناشطات كل أسسوا بعضهم، يعني مثلا أسسوا مؤسسات مجتمع مدني. Et donc, il y a beaucoup de femmes activistes qui ont des groupes, des organisations de société civile. طبعاً بهاي المناسبة بدي أذكر رزان زيتونة وسميرة الخليل. Donc, je parlerai ici de Razan Zaitouneh, qui est avocate des droits de l'homme, et de Samira Al-Khalil. رزان زيتونة أسست عدة مجموعات مدنية، مؤسسات مدنية حقيقة. Razan Zaitouneh a constitué des véritables petits groupes civils qui s'appellent les comités de coordination locaux. وسميرة الخليل كانت تدير أحد مراكزنا بالغوطة. Samira Al-Khalil gérait un de nos centres dans la Ghouta. وكانت معتقلة سابقة وهي مناضلة قديمة أيضاً. C'est une ex-détenue politique sous le régime de Hafez al-Assad. Elle a passé 4 ans dans les geôles du régime. للأسف تم خطفهم بالغوطة. Malheureusement, ces 2 femmes ont été enlevées dans la Ghouta. وأنا بعتبر خطفهم خسارة كبيرة للثورة السورية. Et c'est une très grande perte pour la révolution syrienne. Ça va faire 3 ans dans quelques jours. Oui. وبعدين تأسست مؤسسات أخرى أسسوها نساء أخريات. فيني أذكر مثلا زينة رحيم، فيني أذكر مارسيل شحوارو، فيني أذكر عدة نساء الآن بيعملوا كانوا يعملوا على الأرض يعني وميدانيات حتى وقت قريب جدا. Donc il y a beaucoup d'organisations dont ces femmes que j'ai citées qui étaient jusqu'à récemment très très actives sur le terrain à l'intérieur du pays. طبعا أنا بحب أحكي عن Women Now لأنه Women Now فريق كبير. هي نحن مجموعات كبيرة. Donc, موجودين. Je voudrais parler de Women Now parce que nous sommes une très grande équipe et beaucoup de groupes.
بين 7,000 و 10,000 امرأة بنقوم بتخديمهم حقيقة. Donc nous arrivons à employer, à avoir avec nous entre 7 000 et 10 000 femmes actives à aider, تخديمهم. à soutenir. الفكرة إنه نحن بنقوم تعليمهم. Donc nous leur assurons des formations et la scolarisation aussi, de l'alphabétisation. بنعمل لهم تعليم محو أمية، بنعلمهم لغات أجنبية. De l'apprentissage des langues étrangères. بنعلمهم كمبيوتر والاتصال التقني، اتصالات تقنية. L'informatique et les nouvelles technologies. بنعمل لهم دعم نفسي يومي. On fait un soutien psychologique quotidien. بندرس لهم أطفالهم. On s'occupe de leurs enfants, on les scolarise. بكل في مراكزنا في مكتبة من في محاور دائما لقراءة الكتب وعمل نشاطات. Dans chaque centre, nous avons des bibliothèques avec des activités, de la lecture. بنعرض أفلام سينما على طول، وهي عم بحكي عن مناطق بخط الجبهة. On fait des projections de films et là je parle de zones qui sont sur le front de la bataille, qui sont à l'intérieur même de la Syrie. Oui, وفي منهم على خط الجبهة وتحت الحصار. Et donc certains groupes et centres sont sur le front de la bataille et dans des zones complètement assiégées et bombardées bien sûr. وبنعمل أيضا بنفس الوقت منشان نساعدهم على استمرار الحياة مشروعات اقتصادية صغرى. Donc on les aide à la survie en mettant en place des micro-projets économiques. وحاليا بدأنا معهم مشروع القيادات النسائية والشبكة السياسية. Donc et là nous avons commencé notre projet de mettre en place un leadership féministe avec aussi un réseau politique, plus politique. وأنا عم بحكي عن نساء محليات ليسوا من النخب. Et là je ne parle pas des femmes qui font partie de l'élite, mais vraiment des femmes de la base qui sont encore sur place. أثناء ال4 سنوات الماضية وتحت القصف وتحت الحصار وتحت الجوع. Ces 4 dernières années, sous les bombardements, la faim, le siège, ظهرت مجموعة من السيدات والفتيات اللي des femmes et des jeunes filles des personnalités ont émergé. يعني اللي بقى منهم على قيد الحياة لأنه عم بيموت كثير منهم. Celles qui sont encore vivantes منهم. parce qu'il y en a beaucoup qui ont été tués. Oui. مجموعة منهم مؤهلات يشاركوا بمفاوضات. Il y a des femmes qui sont بالعمل السياسي. tout à fait capables d'être impliquées dans des processus de négociation politique et qui sont tout à fait à même d'être des leaders politiques. أنا فكرتي وفكرة البنات وفكرتنا كلنا مع بعض إنه نحن هيك بنصنع من المستقبل. نحن عم نحضر للمستقبل بس توقف الحرب. نحن عم نحضر حالنا. Donc mon idée et notre idée c'est vraiment que nous sommes en train de préparer l'avenir. Nous nous préparons pour l'avenir. Dès que la guerre s'arrêtera, nous serons prêtes. أنا بفكر إنه أنا كاتبة وأنا والبنات اللي عم نشتغل نحن ناشطات وأنا كاتبة وهديك مهندسة وهديك طبيبة. Donc moi je suis écrivaine, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a d'autres femmes, nous toutes. نحن ما فينا نوقف آلة الحرب اللي ناتجة على صراع دولي في سوريا. On ne peut pas stopper la machine de guerre qui est le produit d'un conflit international en Syrie. لكن نحن بنقدر نحضر للمستقبل عبر هذا الشغل اللي عم نشتغله. Mais en revanche, on peut préparer l'avenir et on prépare l'avenir à partir du travail que nous accomplissons aujourd'hui. وأنا بعتقد إنه هي الطريقة الأمثل للقضاء على الإرهاب. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de combattre le terrorisme. التعليم والتنمية. Le développement et la formation. فأنا هيك بشوف المستقبل. يعني أنا وغيري وآلاف مئات آلاف من السوريات عم بيحضروا، يعني عم بيحلموا بلحظة توقف الحرب. نحن عم نبني هاي الكوادر وعم نحلم. C'est comme ça que je vois l'avenir, moi et des dizaines ou des centaines de milliers de mes concitoyennes
qui voient, qui attendent la fin de la guerre et qui rêvent de ce moment-là pour construire la Syrie de demain. Merci, mesdames. Alors, nous allons prendre les questions, si vous en avez. Alors, on va... Oui, une question par question. Alors, je vais essayer d'être bref et je traduirai, ne vous inquiétez pas. Okay. Alors, j'aimerais attirer l'attention sur le sort de Zaina Erhaim, parce qu'effectivement, c'est une journaliste qui vivait en Angleterre, qui est retournée à Alep, dans la partie Est, donc libérée du régime, pour couvrir les événements. Et j'aimerais d'autant plus en parler pour mentionner le fait que quelquefois, les pays européens se font directement les complices d'Assad, dans la mesure où son passeport a été déclaré comme volé par le régime pour qu'elle ne puisse pas re-rentrer en Angleterre. Elle n'a pas pu, alors qu'elle a 10 ans de résidence en Angleterre. Je veux dire, c'est là où elle a fait ses études, c'est là où elle a travaillé. Elle était correspondante même à Al-Hayat. Elle a fait des articles pour The Economist, bien qu'originaire d'Idlib. L'Angleterre l'a empêchée de rentrer, ce qui a fait un énorme scandale où ça a été même adressé au Parlement. Et pendant ce temps-là, elle est repartie en Espagne. Elle devait peut-être re-rentrer en Turquie et c'était un moyen pour le régime de l'immobiliser. Je traduis déjà ce petit morceau ? Ok. يعني إذا فينا نحكي على الوضع تبع زينة رهيم وكيف الدول الأوروبي يساعدوا النظام الأسد كان بيقول جواز سفر تبعها هي كان ممسوك من حدا تاني يعني كان حراموه. La deuxième chose, c'est qu'il y a un phénomène dont on ne parle pas. C'est dans l'armée libre syrienne, ou ce qu'il en reste, ou dans les groupes qui la constituent, il y a des combattantes. Et je pense notamment au cas d'une femme qui était générale, qui était de votre communauté, non pas de la côte apparemment, mais plutôt d'une branche qui serait dans la région du Golan. C'était en 2013, elle a fait défection générale, hein, et elle a rejoint l'armée libre syrienne et a commandé une brigade. Elle serait peut-être dans le sud de la Syrie. Le nom, je ne m'en rappelle pas. Mais effectivement, c'est une femme de la communauté alaouite, sans vouloir stresser son appartenance communautaire, parce que je ne suis absolument pas communautariste. Ça vaut la peine de souligner ce cas qui n'a pas été relayé du tout dans les médias. Hein, et... Merci pour cette... Oui, le sort de Zaina est terrible, évidemment. J'espère qu'il sera isolé, qu'il ne sera pas... choisi de ne pas la laisser rentrer, je veux dire, en non-connaissance de cause. Je veux dire, c'est clair, quand le régime syrien annule un passeport, c'est en général celui d'un dissident. Il y a autre chose, pareillement, le renouvellement du passeport des citoyens syriens en Europe est un problème qui n'est pas posé. Évidemment, ils vont pas se faire renouveler les passeports par des ambassades tenues par des gens du régime ou en rentrant en Syrie. Donc là, c'est un problème qu'on n'a pas adressé, et bon, qui affecte évidemment aussi les femmes réfugiées en Europe, quoi. Beaucoup de choses, excusez-moi. Merci pour votre intervention. Est-ce que on peut prendre des questions ? Si on peut profiter de la présence de nos chers amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on va prendre celle-là et puis. Bonjour, j'ai 3 questions. 3 questions. Vous pouvez en faire une question en 3 en 1. Une 3 en 1 pour donner la possibilité aux autres aussi de. D'accord. Donc en fait, je me demande si ces organisations de femmes dont vous avez parlé ou ces comités d'organisation locales gérés par des femmes ont une culture organisationnelle ou savent s'organiser pour faire face à l'urgence ou pour faire face aux situations d'urgence, se défendre quand elles sont agressées. Est-ce qu'elles ont des systèmes d'organisation collectifs pour faire face à la violence parce que la façon dont vous en parlez, on a l'impression que chaque femme se débrouille toute seule. Et puis,
comment est-ce que vous faites pour les mobiliser sur des objectifs à long terme de développement alors qu'elles sont confrontées à des situations de survie à court terme au quotidien? الحقيقة في شقين من هدول المنظمات. Donc, في شقين من هدول المنظمات. Il y a deux types d'organisations en réalité. المنظمات الميدانية والفاعلة على الأرض الحقيقة نشأت مع بداية الثورة أثناء الثورة. La plupart des organisations locales qui agissent sur le territoire sont nées au début de la révolution, même en même temps que la révolution syrienne. Ils l'ont accompagnée. يعني كان هناك مجتمع مدني بدأ يتشكل في أثناء الثورة السورية. La société civile elle-même s'est constituée et a commencé à s'organiser avec le début de la révolution syrienne. وفيني أقول بثقة أنه الخبرة السورية في هذا المجال كانت ضعيفة. Donc je peux dire en toute confiance que l'expérience organisationnelle, en tout cas, était faible dans ce domaine. بدأ من الصفر وتم تدريب خبرات وكوادر وكان في كتير معوقات. Donc on a commencé pratiquement de zéro et on a commencé à former et à organiser à la formation des cadres dans les petites structures petit à petit malgré tous les obstacles. فيني أعطيكي تجربة محلية لمركز اسمه مزايا. Je peux donner l'exemple d'un petit centre qui s'appelle Mazaya. نحن بدأنا مع السيدة غالية رحال. On a commencé avec une dame qui s'appelle غالية رحال. غالية رحال. بدأنا مع مركز وهي أرادت بعد عدة أشهر أنها تستقل. Et on a commencé à travailler avec elle, donc la former, et au bout de quelques mois, elle a voulu prendre son indépendance. وتبني مجموعة مراكز يحملوا نفس الاسم بريف إدلب. Et elle-même voulait construire, ouvrir d'autres centres dans la région de Idlib. وهي كانت مبادرة أهلية مع الست أخذ بكالوريا بس وكل النساء بالكاد متعلمات ويقرؤون ويكتبون. Donc cette initiative est totalement spontanée, populaire, donc qui est venue locale, de manière locale, et qui pardon, زرحت الفكرة. Oui, voilà, c'est ça l'idée que j'avais perdue. Donc c'est une femme qui n'était pas instruite au départ, mais qui avait à peine le bac. يعني بس. Voilà. Et alors, il y avait la question sur la Jordanie. Peut-être qu'on peut aussi essayer de répondre. Donc, la situation des femmes en Jordanie, on ne peut pas répondre très vite, mais elle est terrifiante. Comment dire? Il y a des camps qui sont construits, comme les camps de Zaatari, Zarqa, etc. Mais avec une telle... ce sont des camps qui s'installent dans la durée. C'est des camps énormes, en plein désert. Et ce sont des tentes à perte de... Et bien sûr, c'est géré par le HCR et toutes les organisations humanitaires sont présentes. Donc il y a un minimum de soins, d'éducation. Mais c'est sans compter avec les problèmes de violence quotidienne, de harcèlement, de marché noir. Et l'aide est insuffisante. L'accès à l'éducation est loin d'être suffisant pour les femmes, pour les enfants, pour la formation. Et surtout... là, en fait, on parle de frontières fermées depuis longtemps. Donc là, par exemple, pour la Jordanie en particulier, il y a pas longtemps, on parlait d'un rapport d'Amnesty qui a montré des photos du ciel avec 80 000 personnes bloquées entre la région sud de la Syrie et derrière la frontière jordanienne et qui ne pouvaient ni entrer et qui sont en train de mourir sur place. On voit des tombeaux
de personnes qui sont en train de mourir en plein désert. Donc, on est à 80 000 personnes. Donc, on est devant des chiffres hallucinants. Le désastre est tel qu'on ne peut pas le décrire. La situation varie, évidemment, dans certains... Donc, la situation en Jordanie, évidemment, toutes les personnes enregistrées dans les camps, on peut parler de leur situation parce qu'il y a une trace, mais on ne parle pas aussi des personnes qui s'entassent, des familles entières qui s'entassent, toutes les personnes qui ont fui, qui s'entassent dans un appartement, dont une personne travaille, dont les enfants travaillent, parce que c'est souvent des jeunes qui sont exploités, qui vont le premier, le plus âgé de la famille, qui va travailler au lieu d'aller à l'école, parce que sa maman élève 3 enfants, etc. Donc voilà, la situation est effectivement très difficile et il y a beaucoup à faire, je pense, pour les 50 années à venir. Oui, tout à fait. Avant de passer à la question suivante, je voudrais juste vous rappeler que si vous pouviez nous laisser vos coordonnées pour que nous vous donnions le lien pour la campagne de récolte de fonds. Je vous rappelle que nous avons fait le pari avec Women Now sur les filles. On parie sur les filles pour demain et on veut vraiment y arriver autant que possible. Et pour nous, vraiment, c'est 100 € de données, c'est garantir une scolarité pour une fille. C'est très important. Nous devons ramasser 10 000 € pour cette organisation. C'est pas beaucoup si on s'y met, si on est nombreux, et c'est énorme pour ces petites filles que vous avez vues, qui existent. Hein. C'est pas juste un film de fiction, elles sont là. Elles étaient là il y a quelques jours avec Rania Stéphane. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous vos coordonnées pour qu'on vous envoie le lien, en sachant bien sûr que votre don, vous bénéficiez de la déduction fiscale. Et donc, par exemple, si vous donnez une centaine d'euros, c'est comme si vous donniez 34 € au final. Donc, tout le monde est gagnant. Voilà, je le rappelle, c'est pour la cause. C'est pas du commercial, mais c'est vraiment pour la cause. Et puis, on va prendre encore des questions. C'était sur la Jordanie. Hein, c'était. Je voulais juste montrer le livre de Samar, qui est là, parce que non seulement c'est un recueil de témoignages sur la Syrie, donc qu'elle a recueilli pendant ses entrées mais c'est aussi un récit fabuleux. C'est certains témoignages sont difficiles, on avait prévu d'en lire, mais bon, vous les lirez. C'est un livre qui témoigne sur la réalité syrienne, la réalité de ce chaos, et puis on voit vraiment des portraits des femmes, de jeunes hommes, mais on est au cœur de cette violence, mais c'est un portrait humain de la Syrie actuelle. Je vous invite à le lire. On va prendre la question et puis si tu veux, tu pourras lire un passage. Bonsoir. D'abord, merci pour votre intervention et bravo pour les actions que vous menez au quotidien. Ça permet quand même de concrétiser davantage dans nos esprits ce qui se passe et les actions qui sont menées. J'avais quelques précisions que je voulais vous demander sur l'organisation de Women Now. À savoir, vous avez parlé de 7000 ou entre 7000 et 10 000 femmes qui sont accompagnées. Je voulais savoir si c'était uniquement sur le front en Syrie ou également dans les autres pays où il y aurait des réfugiés, d'une part. Et puis, savoir si Women Now travaillait sur place avec d'autres organisations qui soutiennent les femmes. Et puis, si dans l'esprit de reconstruction pour la suite, Women Now travaillait avec les femmes du réseau, bien sûr, travaillait aussi avec des organisations où il y aurait des hommes et puis d'autres organisations pour construire le futur et déjà avoir des noyaux de réflexion politique pour la suite. Est-ce qu'il y avait déjà des cercles qui s'agrégeaient pour le futur? Merci. أول شيء إنه نحن أنا بقول بين 7 و10 لأنه في أحيانا بيرتفع العدد بيكون عنا وأحيانا بينزل، فنحن مو فوق 10 ومو تحت 7،
Quand je parle de 7 000, entre 7 000 et 10 000, c'est un chiffre qui varie, c'est une fourchette qui ne dépasse pas les 10 000 et qui ne va pas en deçà des 7 000. نحن بنشتغل جوا سوريا وبدول اللجوء بتركيا وبلبنان. Donc on travaille à l'intérieur de la Syrie, mais aussi en Turquie et au Liban. نحن عاملين شراكات كبيرة مع مجموعة منظمات سورية. Nous avons des grandes collaborations avec un certain nombre d'organisations syriennes. هي الشراكات اللي عاملينها عبر مشاريع ميدانية على الأرض أو عبر مشاريع سياسية أيضا. Ça se fait sur des projets concrets de terrain, mais aussi sur des projets politiques. وفيها رجال، نحن كمان معنا رجال. Et bien sûr, il y a des hommes à nos côtés. نحن معنا رجال بشكل دائم، يعني مش بس نساء نحن. Nous avons des hommes à nos côtés. Il n'y a pas exclusivement des femmes. وحتى عم نضع ضمن المجتمع المدني خطة لتكثيف جهود المجتمع المدني. D'ailleurs, nous mettons en place une stratégie pour multiplier les efforts de la société civile. لأنه لنحط رؤية موحدة، لأنه أنا بظن بس توقف الحرب المجتمع المدني السوري رح يكون له دور كبير في بناء سوريا. Pour construire une vision commune, parce que la société civile va jouer un rôle très important pour construire la Syrie de l'avenir. Je vous rappelle, pendant que Dima passe le micro, que si vous êtes intéressé par le roman de Samar Yazbek, vous pouvez tout à fait le commander ici. Et comment ? Il y a quelques exemplaires, mais sinon, qu'elle pourrait signer pour ceux qui ont la chance de les prendre. Oui, non. Beyrouth. Le livre en arabe se trouve en vente à Beyrouth. Peut-être à l'Institut du monde arabe. Oui. Mais donc pour l'exemplaire français, il y a moyen de... Ce sont des témoignages, oui. Allez-y, madame. Oui, pardon, toujours dans le sillage de l'association Women Now. Je ne comprends pas. C'est une association mondiale dont vous êtes une branche, ou c'est quelque chose que vous avez créé vous-même, et comment vous aidez, ce qui incite, enfin, on voudrait en savoir plus. Est-ce que vous la présidez, qui dirige? لا أنا أسستها. مش عالمية، بلشت فيها من. C'est pas une organisation mondiale, c'est moi-même qui l'ai fondée. نحن السوريات بنشتغل فيها. يعني nous syriennes y travaillons. نحن بدأنا فيها، وحقيقة في عنا هلا حتى موظفين ومتطوعين من كل أنحاء العالم. Nous avons beaucoup d'employés et de volontaires qui viennent de partout du monde entier pour nous aider. Oui. بس كمان لازم ارجع اذكر نادية، ما بتذكر بس لازم اذكر لانه النساء المتوسط هن كانوا اول الداعمين لنا ومولونا وفعلا كنا بداية شغلنا كان كتير صغير، وقفوا جنبنا، وانا بقول لهم شكرا لكل الاكيب يعني الموجود هون. Au tout début, le Fonds pour les femmes en Méditerranée nous a soutenus à la toute naissance et au tout premier projet. C'est comme ça que nous avons pu commencer à travailler. J'en remercie toute l'équipe du Fonds pour les femmes en Méditerranée, dont je fais partie, je reconnais. Voilà. Moi, j'ai des brochures pour l'association, mais ce sont pas mises à jour. Alors, d'accord, bien. Des informations. Mais c'est bien. Alors moi, je voudrais rajouter une question. On a encore 15 petites minutes. On peut prendre une question, ou sinon, j'en pose une sur la table. Samia? Moi, je voudrais poser une question à Rania. C'est Rania? Rania qui a fait ce film en un temps record.
Voilà. Vraiment, je te félicite parce que le temps était très court. Et je voudrais savoir, quand tu es partie dans ce centre qui était au Liban, comment les filles, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as raconté aux filles et aux femmes, et qu'est-ce qu'elles attendent de cette campagne? Je vais très régulièrement au centre de Women Now parce que je fais partie de l'association. J'aide, j'essaie de... à un moment donné, on a fait une sorte de ciné-club virtuel. On a distribué des films. J'ai envoyé des films dans tous les centres à l'intérieur de la Syrie et dans les centres en exil pour essayer de faire une cinémathèque de Women Now virtuelle. Après, les centres à l'intérieur ont été bombardés, donc le projet a été un peu ajourné. Mais ils ont continué à collectionner les films, à faire comme disait Samar, une bibliothèque et une petite filmothèque dans chaque centre. Mais avant, on voulait que les films soient en même temps dans tous les centres. Donc, c'était cette idée-là de réseau, un peu de cinémathèque. Et puis, je vais souvent parce que d'abord, je suis très attachée à l'association. Donc, je vais les voir régulièrement, si je peux filmer. Et puis, en été dernier, ils ont organisé un projet de théâtre avec les enfants. Donc, j'ai filmé ce stage et j'en ai fait un petit film aussi. Donc, ils me connaissent, le staff en tout cas, les gens, il y a un grand roulement. Et quand je suis montée là, les gens sont c'est-à-dire, c'est très, très important de les aider parce que, effectivement, comme disait Racha, ils sont très fragilisés. Au Liban, leur situation est extrêmement précaire. Dans les autres pays, il y a l'État intervient pour aider les réfugiés. Il n'y a pas de politique étatique au Liban. Il n'y a pas d'État déjà. Donc les gens sont dans une situation extrêmement précaire et toute aide est absolument la bienvenue. Ça veut dire que ce n'est que par les aides que les associations au Liban fonctionnent. L'État, zéro, n'existe pas. Donc vraiment, c'est très, très important qu'une telle campagne se fasse et qu'elle soit soutenue pour que leur projet continue. Il y a énormément de femmes qui dépendent de Women Now. C'est extrêmement vital. Les réfugiés arrivent, elles sont très démunies. Même si le Liban est un pays de proximité, c'est une telle différence de culturel, ils ne savent pas comment ça marche, les enfants sont à l'école, il faut qu'elles prennent le pas pour soutenir la famille, soutenir les enfants. Donc c'est absolument nécessaire qu'elles apprennent des langues, qu'elles comprennent un peu comment le Liban marche, qu'elles soient à côté des enfants, qu'elles trouvent des petits boulots, etc. Donc c'est absolument vital. Donc je ne peux que encourager le soutien de cette association. Et moi, personnellement, ce que j'aime, c'est pas parce que je suis proche de l'association, mais ce que je vois au quotidien et en fait assez d'une manière très concrète, c'est que la grande force de Women Now, c'est que c'est-à-dire le besoin vient des femmes et des besoins des réfugiés, et après ils trouvent de l'argent pour ces besoins. C'est pas que on trouve de l'argent et qu'on impose aux femmes un programme. C'est vraiment du ground en haut, et ça c'est vraiment incroyable. Pour nous, la priorité, il y avait une question au fond, mais c'est en attendant que le micro arrive, c'est justement ce pari sur les filles et sur l'idée qu'il faut à tout prix éviter qu'elles soient confrontées au mariage précoce parce qu'elles sont pauvres, parce que les questions financières sont cruciales. Et leur donner ce soutien-là, c'est leur garantir une scolarité, c'est leur garantir un métier, c'est leur garantir une autonomie, une confiance en elles, une estime d'elles-mêmes qui est très importante, alors qu'autrement, elles sont confrontées à des pressions sociales et à des mariages qui finissent toujours de manière dramatique. Je prends la question. Bonsoir, merci pour vos interventions. Alors, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu du fait que c'est très compliqué pour les réfugiés quand elles ont leurs règles. On va faire comme si c'était pas gênant et que c'était pas un tabou et que ça arrive à la moitié de l'humanité tous les mois. Concrètement, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Je sais pas. Moi, par exemple,
le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand vous en parliez, est-ce que, je sais pas, les grandes entreprises qui gèrent ce marché-là, je sais pas, est-ce qu'elles font des dons? Est-ce que vous, en tant qu'association, est-ce que vous envisagez un type de solution par rapport à ça? Par exemple, des dons de tampons, de serviettes ou de... Je sais pas, les Moon Cups, ça peut être aussi une super solution. Bref, comment vous vous positionnez par rapport à ça et quelles sont les solutions? Alors, sur cette question, c'est une question cruciale pour les femmes réfugiées. Beaucoup d'organisations féministes ont réfléchi à la question, se sont mobilisées. Malheureusement, les organisations féministes n'ont pas d'argent. Voilà, donc c'est dit. En revanche, pour les organisations humanitaires, je sais qu'il a été mis en place des kits hygiéniques, mais qui sont extrêmement insuffisants parce que c'est coûteux, les serviettes hygiéniques et le nécessaire pour rester correctement propre. Donc, malgré les aides que les femmes réfugiées peuvent recevoir, ça reste très insuffisant. Alors, sur la question du sponsoring, je ne sais pas. هل في مؤسسات كبيرة فيها تمول مشاريع يعني On espère, ça serait bien. C'est déjà, pour l'accouchement et le planning familial, les femmes parfois accouchent seules parce que ça coûte plus de $150 pour aller accoucher dans un centre, même celui du camp, et qu'elles n'ont pas cette somme-là. Elles accouchent toutes seules dans leur tente. Donc on est devant des conditions parfois très dramatiques pour les accouchements, pour les plannings familiales. Donc pas seulement les agressions. On constate un nombre de naissances, des enfants pas vaccinés, les soins sont manquants, les conditions dentaires et d'hygiène on voyait les photos des enfants au début de la révolution syrienne, ils sont très beaux, etc. De plus en plus, elles veulent même plus être les reportages dans les photographies, dans les journalistes, etc. Elles le refusent parce qu'elles veulent pas être montrées dans cet état-là, etc. Donc ça beaucoup. Mais bien sûr, il y a des gens qui agissent sur place pour les aider, etc. Mais ça reste insuffisant parce que les besoins, on est à des chiffres, je ne sais pas, lorsqu'on voit les chiffres pour les réfugiés, on est à près de 5 millions de réfugiés, 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie et toutes ces personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc c'est un drame à une échelle... Je vous laisse imaginer les conditions d'hygiène pour tout le monde, enfin, enfants, vieillards et autres. Très bien. Des fichiers pour finir cette rencontre, je voudrais dans un premier temps vous remercier d'avoir été là, présent avec nous. C'est une journée particulière où beaucoup d'autres événements ont lieu et vous avez choisi d'être là. C'est très touchant pour nous. Je vous rappelle que cette campagne commence aujourd'hui pour les petites filles syriennes. Elle va durer 1 mois. Nous voulons récolter 10 000 € pour elles, pour toutes les raisons et tous les projets dont vous avez entendu parler. Je voudrais remercier Rasha Abazaid d'avoir travaillé, de s'être préparée, d'être venue avec plaisir et d'avoir consacré du temps. Présidente de l'association Syrie moderne, laïque et démocratique. Je voudrais aussi remercier Samar Yazbek d'avoir consacré du temps. Vous êtes très occupés, d'être venus témoigner, raconter ce qui se passe dans cette Syrie. Et pour finir, je vous propose de revoir juste ce spot, comme ça, histoire de se donner la pêche, parce que c'est important de savoir que ce qui se fait ici à notre niveau, aussi modeste soit-il, a des répercussions extraordinaires sur ces personnes-là, ces femmes, ces jeunes filles. أنا كنت أشتغل بالخياطة ومعلوماتي كتير منيحة بس حبيت أجي أطورها بالنساء الآن لحتى أقدر أشتغل وساعد زوجي وكون عضو فعال بالمجتمع. صار يعطونا بمركز النساء الآن شغلات ترفيهية، صار عندنا رفقة أكثر وصرنا نسأل حالنا كتير ونحكي على جوات قلبنا، صرنا شيء أحسن وجيل أحسن ونحب الحياة ونحب الفن. شغلة مفيدة بشكل للسوريين يعني حاضنة
حاضنة لكل شيء، صبايا وسيدات هون، واللي معهم أطفال في حاطين مربية أطفال هون بتستقبلك، يعني تاخذ منك الصغير. يلي عملوه كان يعني مدروس وكل شيء، لأنه عن جد ساهم كثير شغلات وحسن نفسيات العالم. وأنا من ضمنهم عملت ورشتين، ورشة تمثيل وورشة الإنجليش. بحب كمان يفتحوا هون ورشة تصوير لأعمارنا، تكنولوجيا، نفهم شو التكنولوجيا ويشرحوا لنا إياها، وبس هيك بحب يصير. العفو، الصدق، الكرم، الصبر، الأمانة، الإخلاص، العدل، الحنان، التواضع، الإسحاق، جميل، نور، سعد، ندرس فرنسي، بنعمل نشاطات مع العائلة بنحبها، نساوي مع رائس ونمثل، نسوي نشاطات ونحط بإيدنا الألعاب وإحنا بنحرك الألعاب. Voilà, merci pour elle. N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous, dans vos réseaux. Si vous pouvez donnez. Si vous ne pouvez pas diffuser l'information, hashtag Elle pour demain. Voilà, merci d'avoir été là. Bonne soirée.